Interné par la France de Vichy dans les camps de la zone libre, Léon Cassenellenbogen, 21 ans, a écrit 2 suppliques, 2 lettres au maréchal Pétain, le chef de l'État français. L'une est datée du 27 août 1942, l'autre du lendemain. 2 appels au secours, oubliés depuis toujours dans les archives. Léon n'a laissé aucun autre témoignage. Alors nous sommes partis sur les traces de ce jeune homme pour chercher à retrouver qui il était et ce qui lui était arrivé. Je ne crois pas que je vais prendre le même ton que lui, qu'il aurait pris, je veux dire. Centre d'accueil, camp de Douadik, le 27 août 1942. Monsieur le maréchal Pétain, quand je songe à votre personnalité, à votre air sublime, je vois quel lamentable atome je suis et combien peu ma disparition influencera le monde. Fait-on attention aux fourmis qu'on écrase en marchant? Et une fourmi vaut au moins autant que moi. Nexon, le 28 août 1942. Monsieur le maréchal, veuillez avoir l'indulgence de gaspiller quelques-uns de vos précieux instants à lire les lamentations d'un condamné à mort. Mon nom est Cassenellenbogen Leib, né le 3 janvier à Varsovie et interné dans la baraque. Le crime que j'ai commis, c'est d'être né de religion israélite. Mais d'habitude, le bon Dieu ne fait pas d'erreur, et s'il m'a donné la vie, c'est que j'ai le droit de vivre. Léon était mon oncle, il était l'aîné, il y avait ma mère et encore un plus jeune frère. Et en fait, je l'ai très peu connu. Je l'ai connu finalement durant mon enfance, j'ai été un peu plus proche de lui, et puis à la fin de sa vie. Et entre les deux, je le voyais lors de fêtes de famille. Mais Léon était quelqu'un que je connaissais très peu, c'était quelqu'un de très secret. C'était quelqu'un de très gentil, très aimable, très secret, très secret. C'était mon beau-frère. J'ai épousé son plus jeune frère. Il y avait des photographes sur les digues de plage, etc. Quelqu'un a marqué 1936 au crayon. Donc voilà, c'est Léon, toujours souriant. Comme tout jeune homme à l'époque, qui espérait beaucoup de la vie. On ne s'attend pas à des horreurs. Voilà Léon, très élégant, avec sa petite sœur Bella, la maman de René. Sur la famille de Léon Cassenellenbogen, on n'a pas beaucoup d'éléments en fait. En observant les photos, déjà, je pense que c'est le meilleur instrument de connaissance qu'on puisse avoir. On peut dire déjà que ce sont des juifs de la petite bourgeoisie ou moyenne bourgeoisie. Il est commerçant, le père, et il doit faire correctement ses affaires. Ils sont tous toujours très bien habillés. Alors c'est vrai qu'on s'habillait beaucoup pour les photos à ce moment-là. C'était certainement pas des juifs orthodoxes, vu la modernité de leur mise et de leur coiffure, etc. Néanmoins, dans les 2 lettres de supplique, il fait référence à Dieu 2-3 fois, c'est un peu abstrait. Mais enfin, je pense qu'il y a un certain respect de Dieu dans la famille, sans doute un respect des traditions d'origine religieuse, mais pas forcément très poussé. Sa famille a vécu à Anvers lorsqu'ils ont fait leur émigration depuis la Pologne, entre 28 et 29. Et pourquoi ils ont quitté Anvers?
Le 14 avril 1941, il y a eu une sorte de pogrom, un peu une petite nuit de cristal à Anvers, en particulier dans le quartier de la Grande Gare, qui était le quartier des diamantaires aussi. 2 synagogues ont été incendiées, la demeure du grand rabbin a été aussi endommagée, 200 commerces ont été saccagés, enfin, il n'y a pas eu de mort, mais je pense que la famille est partie parce que ça commençait à sentir très mauvais dans cette ville, quoi. En juillet 1941, tout ce petit monde s'installe à Bruxelles. On n'a pas attendu passivement, ils ont senti venir le drame, quoi. Il y a peu de gens qui savaient vraiment, s'il y en avait, qui avaient les détails de ce qui s'était passé durant cette période-là. Et lui, il ne parlait pas. Il ne parlait pas beaucoup. Non. La seule chose que je savais, c'est que au début de la guerre, il était parti en France, à Paris, mais tout son parcours après, là, je l'ignorais complètement. C'est très émouvant de voir ça. Prénom Laeb, ça c'est le prénom polonais. Oh, en rouge. J'ai occulté. Léon, quand il franchit la ligne de démarcation, le 16 juillet 1942, en fait, il arrive dans ce flot continu de gens qui cherchent à se réfugier en zone non occupée. Il y a beaucoup de Polonais. Et puis, il y a beaucoup de Belges aussi, enfin de Juifs belges. Arriver de Belgique à ce moment-là n'est pas extraordinaire. Et on se dit qu'il a pu passer, mais on ne sait pas exactement, par Paris, après avoir fui de Belgique. En Belgique, il est persécuté, on sait qu'il y a des rafles, etc. Donc il doit partir, donc c'est une fuite en avant en permanence. Et puis à Paris, on sait que ce sont les dates de la rafle du Val-d'Hiv, on sait aussi qu'il y avait des rumeurs avant. Il est possible qu'il ait cherché à fuir à nouveau, comme des milliers d'autres. À ce moment-là, au niveau de la ligne de démarcation, ce sont des milliers de personnes qui essayent de passer, de se sauver en fait. Moi, je pencherais pour la thèse selon laquelle il est depuis quelque temps en France, caché à Paris. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui se dit dans sa famille. Et qu'il a entendu parler de la rafle à venir du 16 qui s'est passée, la fameuse rafle du Val-d'Hiv qui s'est passée du 16 au 17. Et donc je pense qu'il a pris la poudre d'escampette. C'est sans doute à cause de ça. Sinon, c'est une coïncidence, bien sûr, mais bon, elle me paraît quand même très grosse, la coïncidence. Cela dit, ça le met dans une situation difficile, parce que c'est peut-être le pire moment pour traverser la ligne de démarcation, hein, c'est certain. Finalement, la ligne de démarcation, elle joue comme un filet. Au départ de Paris, ça ne leur pose pas vraiment de gros problèmes pour arriver jusqu'à la ligne de démarcation. Il fallait échapper au contrôle allemand et français, mais évidemment, dès qu'ils l'avaient franchi, le piège se refermait en quelque sorte, parce que les gendarmes français, devant l'afflux de réfugiés, eh bien, connaissaient les points de passage. Ils savent où les passeurs passent et ils savent par où les gens vont arriver. Et donc, ils n'ont même pas besoin de tendre de grands pièges. Ils se mettent au point de passage et ils les attendent et ils les arrêtent à chaque fois. D'ailleurs, il est pris dans le train, sans papier. Il n'a pas eu le temps de les faire faire. Hein. Et c'est un lieu de passage très important pour la zone libre. Donc il est vraiment au cœur de la tornade. Reignac, c'est vraiment un point essentiel de passage, hein, puisque les gendarmes capturent énormément de personnes à Reignac. Souvent, ceux qui ont franchi la ligne de démarcation, on peut le comprendre, ils passent souvent la nuit. Le matin, ils vont boire quelque chose dans un café.
Les gendarmes arrivent au café, et puis c'est terminé. Ce jour-là, 16 juillet 1942 à 12h30. Nous, sous-signés Riquet Maxime, adjudant, et Sauger Albert, gendarmes à la résidence de Loches, département d'Indre-et-Loire, revêtus de notre uniforme et conformément aux ordres de nos chefs, étant de service dans le train omnibus Loches-Châteauroux, et vérifiant les pièces d'identité d'un étranger, avons constaté qu'il n'avait pas de carte d'identité d'étranger. Il nous a déclaré « Je me nomme Cassenele Bogen, Léon, âgé de 21 ans, employé de bureau, demeurant à Anderlecht, Belgique, fils d'Asril et de Miriani Goldstein. J'ai quitté la Belgique en raison des représailles que les Allemands exercent sur les Israélites. Je me rends chez mon oncle... » Alors lorsqu'ils arrivent et qu'ils sont contrôlés par la gendarmerie, ce qui se produit pour Léon, les autorités leur retirent leur papier d'identité, on leur délivre un sauf-conduit, et avec le sauf-conduit, ils vont tout seuls à Châteauroux. À Châteauroux, il va se rendre au service des étrangers à la préfecture de l'Indre. Sans doute avec ses compagnons de route, très simplement. Il tombe dans les filets, il est pris par les gendarmes et il va connaître le premier stade du contrôle de l'État français, c'est-à-dire l'assignation à résidence. Les assignations à résidence sont des assignations qui sont permises parce que les gens ont les moyens de subvenir à leurs besoins. Ils ont de l'argent. Ils doivent déclarer au moins 20 000 francs d'argent pour être assignés à résidence. Sinon, on estime qu'ils n'ont pas les moyens de vivre sans travailler. On ne veut pas qu'ils rentrent en concurrence avec les travailleurs français. Et donc, on les met dans des groupes de travailleurs étrangers. Léon, avec 49 000 francs, je pense qu'il il a de quoi voir venir. Il peut payer son loyer, il peut se nourrir, même au marché noir, pendant un certain temps au moins. Parmi les réfugiés, il était plutôt pas trop mal loti. Ses parents, est-ce qu'ils ont donné tout l'argent au fils aîné, qui était lui capable peut-être de s'en sortir? Et d'ailleurs, la somme qu'il a sur lui, ça prouve qu'ils ont économisé. Lorsqu'on est assigné à résidence à Argenton, il peut se déplacer librement dans la commune d'Argenton, mais au-delà, ce n'est pas possible. Il faut une autorisation des autorités. Alors je pense que la première chose qu'il a dû faire, c'était de retrouver des gens qui étaient dans la même situation que lui, c'est-à-dire des juifs étrangers, polonais notamment, il y en avait sûrement bien d'autres. Il y a eu, à ce moment-là, le 23 août 1942, à Argenton, une fête. Alors, est-ce qu'il est allé à cette fête? Peut-être. S'il y est allé, il aura entendu chanter les louanges probablement de Pétain. Il y a de fortes chances. En zone libre, il n'y a pas matière à s'inquiéter davantage. Aucun Allemand n'occupe la zone. On ne porte pas l'étoile en zone libre. Les Juifs sont certes contrôlés, mais le niveau de flicage et de contrôle n'est pas réellement le même qu'à Paris ou en zone occupée. Donc, il était assigné à résidence. Il avait des moyens pour survivre. Il a pu se dire qu'il pouvait, pendant plusieurs mois en tout cas, mener une vie quasi normale et voir venir en attendant de prendre une décision plus radicale comme quitter la France.
C'est vrai que cette localité a l'air extrêmement jolie, mais les conditions de vie ne sont pas extraordinaires. Il doit vivre chez l'habitant, on peut l'imaginer, parce que c'est le cas de beaucoup. Il a d'autres réfugiés autour de lui. Bon, ils doivent s'ennuyer à périr, hein, mais c'était pas forcément inquiétant, et je pense qu'il s'est pas du tout attendu à être effectivement raflé comme beaucoup de juifs étrangers, notamment polonais, dans zone libre, ce jour sinistre du 26 août 1942. Et d'ailleurs, il se fait prendre. Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police, et M. Hiller, secrétaire général à l'administration. En vertu des accords entre Bousquet et Oberg, Vichy s'était engagé à livrer 20 000 juifs de zones occupées, ce sera la rafle du Veldiv, et 10 000 juifs de zones non occupées. Les Allemands font connaître à René Bousquet, le chef de la police, qu'ils ne sont pas contents des résultats, puisqu'ils n'ont pas été atteints, ceux qui étaient entendus entre les deux parties, françaises et allemandes. Et donc, il entend que les rafles de zones libres donnent les résultats attendus, et même peut-être mieux. On détermine les nationalités à arrêter, donc il y a une dizaine de nationalités, dont les Polonais comme Léon, mais également les Allemands, les Danzicois, les Sarrois, les populations de Tchécoslovaquie, Russes également. Donc finalement, la plupart des réfugiés étrangers en France à ce moment-là. Puis on va voir qu'au fur et à mesure, d'autres textes très secrets, c'est comme ça que les papiers sont estampillés avec un secret rouge à chaque fois. Il va y avoir des modifications. En gros, on cherche à augmenter les quotas. Vichy va être sûr de pouvoir livrer le bon nombre de juifs étrangers comme voilà, on livrerait, en tout cas pas des humains. Il fallait d'abord faire le recensement de tous les juifs qui étaient dans ce cas. C'était à la charge des préfectures. D'après la préfecture de l'Indre, ce recensement est fait avec un soin méticuleux, puisque le préfet pourra dire que, d'après lui, il s'attend à avoir peu de déchets. C'est la formule qu'il emploie. Il faut songer qu'à l'échelle de toute la zone libre, toute la zone non occupée, donc, les choses vont commencer le même jour, à la même heure. Dans tous les départements, on va avoir les mêmes directives. On va partir en même temps. Il faut des moyens de transport, bien sûr. Il faut des cars, des autobus pour transporter les gens raflés. Il faut aussi des véhicules pour transporter la police, etc., les gendarmes. Il faut de l'essence, à une époque où elle est rationnée. C'était une rafle qui était réalisée uniquement par des forces de police françaises, voire des pompiers dans certains endroits où on n'en disposait pas d'assez. Léon a été raflé à Argenton par la police, puisque à la campagne, bien sûr, naturellement, c'était la gendarmerie qui était chargée de la rafle, mais à Châteauroux et dans les petites villes où il y avait un commissariat de police, ce qui était le cas d'Argenton, ils ont été arrêtés par la police. Il n'y a pas d'Allemands, effectivement, il n'y a pas d'Allemands. Pas d'Allemands dans cette affaire. Et c'est là qu'on voit que la collaboration est vraiment quelque chose de... Alors, elle est criminelle déjà, puisqu'on aboutit au crime, hein, mais elle est d'une efficacité rare.
Et on ne peut pas faire de procès plus important au pétainisme qu'en décrivant cette rafle et ses conséquences. C'est énorme. Pensons qu'il y avait des gens qui vivaient dans la quiétude de la Creuse ou de la Corrèze le 26 août, et que le 2 septembre, 6-7 jours après, ils sont au fin fond de la Pologne, gazés dans la petite maison blanche d'Auschwitz. C'est ça, cette rafle. C'est ça, la collaboration. On ne parle pas de rafle à Vichy, on parle de ramassage. Donc il fallait un centre où les personnes qui avaient été ramassées par la police, par la gendarmerie, évidemment, police française, gendarmerie française en zone non occupée, eh bien, il fallait qu'ils soient rassemblés dans un camp, et un camp où leur cas individuel serait examiné pour voir s'ils pouvaient quand même bénéficier d'une exemption. Donc c'est ce qu'on appelle le triage. Et donc ce camp va être choisi à Douadik. On parle bien de 215 personnes qui auraient été amenées à Douadik. Et parmi eux, il y a Léon. Léon est au camp de Douadik, sans aucun doute, le 26 août au matin. Centre d'accueil, camp de Douadik, le 27-8-42. Monsieur le maréchal Pétain, en apprenant qu'un miracle est arrivé à Lourdes, j'ai pris mon courage à deux mains pour vous écrire ma requête, avec l'espérance que Dieu en produirait encore un en ma faveur, en vous la faisant lire avec indulgence. Je ne vous demande pas grand-chose. Je suis condamné à mort et je veux vivre. Je vous demande ce que Dieu m'a donné, la vie. Sachez en toute franchise que je suis un sinistre individu très peu recommandable. J'ai commis l'horrible crime de naître en Pologne et avec un cynisme sans pareil, mon père m'a choisi la religion juive. Oui, monsieur le maréchal, je suis un vulgaire juif, un sale youpin. Un représentant de la race damnée et condamnée, le comble de la crapulerie. Mais j'ai 20 ans et je veux vivre. C'est pourquoi je vous demande humblement, avec le droit sacré d'une créature de Dieu, laissez-moi vivre. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette écriture, qu'elle est grande, qu'elle est inclinée, qu'elle est serrée entre les mots, qu'elle est serrée entre les lignes, qu'elle est étrécie. L'écriture, c'est quelque chose de technique. En tant que graphologue et expert en écriture, je m'attache à une forme, à un mouvement, à une prise de possession de l'espace, à un espace entre les mots, entre les lignes. Je ne sais pas ce que dit la lettre, je ne l'ai pas lue. Je n'ai pas lu. Lorsque j'entre dans une écriture, c'est paradoxal, mais je ne regarde que ça. Je regarde l'impression première, et ensuite, moi aussi, j'étudie toutes les espèces de l'écriture qui me permettent de faire un portrait. Et il y a beaucoup de maturité, une certaine force
dans cette écriture. C'est un homme qui est douloureux, résolu, déterminé, qui a un but dans la vie. Et ce but, c'est un but concret, c'est un but tangible. Parce que ça n'est pas un conceptuel, Léon, c'est quelqu'un de concret. C'est quelqu'un qui a besoin de réalisation, d'arriver à son but. Parce que ce fond de tension qui est en lui, ce fond de frustration aussi, hein, de mal vivre, il a besoin que tout ça soit transformé en un but. Il ira jusqu'au bout, avec un espèce de côté bat-en-guerre. La signature, c'est le personnage social. C'est la signature qu'on a dans une banque ou dans un document officiel. Est-ce qu'on la simplifie? Est-ce qu'elle devient un fil? Est-ce qu'elle devient un dessin? Ou est-ce qu'on l'enjolive? On lui met des boucles et des courbes? Non, elle est en accord avec son écriture. Donc il y a une homogénéité, il y a une harmonie entre l'écrit, le fond, et ce qu'il montre. Il ne triche pas. Ce n'est pas un tricheur. Voilà. Il est comme il est. C'est un texte de circonstance, simplement l'homme est ce qu'il est. Il y a l'inné et l'acquis. Si vous avez une personnalité fragile, etc., il ne va pas d'un seul coup dans son écriture ne va pas révéler autre chose. Il est comme ça. Voilà. Après, qu'il mette de la force et du courage dans son courrier, c'est certain. Mais ça n'est pas ça qui va modifier sa graphie. Faites-moi la grâce de m'envoyer travailler dans les mines de charbon. Condamnez-moi aux travaux forcés. Permettez-moi de servir la France dans la Légion étrangère. Si tout ceci est impossible, fusillez-moi. Je n'ai pas peur de mourir, mais permettez que je meure au moins en homme et pas en chien. Car si on m'envoie chez les Allemands, ce sera la lente agonie, la mort par torture, dans un trou obscur. Pour le moment, je suis interné dans le camp de Douadik, Indre, dans la baraque numéro 4, en attendant ma déportation vers l'enfer, je crains. Sachez donc, monsieur le maréchal, qu'un être humain, si abject soit-il dans l'opinion européenne, n'attend plus rien à part de vous. Vous connaissant par votre œuvre, j'ose espérer votre bienveillante indulgence. Votre serviteur qui espère et qui a la conscience coupable de vous faire perdre un temps inestimable. C'est formulé dans une langue extrêmement travaillée, je trouve. Pour quelqu'un un émigré polonais qui vit en Belgique depuis son enfance quand même, et il a un niveau de français qui est excellent. C'est un document exceptionnel, effectivement. Il y a une part d'impertinence, il y a d'ironie, oui. Voilà, c'est pourquoi je ne sais pas très bien comment il faut lire ces lettres. Est-ce que ce sont les lettres de quelqu'un qui est tout à fait au courant de ce qui se passe en France? Est-ce que c'est les lettres de quelqu'un qui a encore des illusions? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Nous sommes dans cette indécision face à ces lettres et face au personnage de Léon. Il pense peut-être que le maréchal est contraint à faire des choses pour les Allemands, mais qu'au fond, c'est un défenseur des droits de l'homme, c'est un défenseur, c'est le vainqueur de Verdun, c'est un homme de bonne volonté, et il ne peut pas soupçonner que le maréchal sympathise. Voilà. Il ne peut pas imaginer non plus que le maréchal va au-delà de ce qui lui est demandé. Dans cette façon qu'il a de nommer Pétain ou de dire qu'il est quasiment comme une statue alors que lui, Léon, n'est qu'une pauvre fourmi, c'est difficile de ne pas voir une ironie sur Pétain aussi. Mais peut-être qu'il n'y en a pas. Mais c'est ça qui est très troublant et très complexe. C'est que je pense que la première fois que j'ai lu, je me suis dit, mais il se fout de la gueule de Pétain, en fait. Très clairement. Et il le lui dit. Et la lettre est plus désespérée que désespérée. C'est-à-dire, mais en fait, non, il attend réellement quelque chose. Ce qui m'a abasourdi aussi, c'est l'efficacité de l'administration française. Même durant la guerre, tout était conservé, cacheté, rangé. Enfin, c'est vraiment incroyable. Ça m'a un peu secouée.
Je ne connaissais pas Léon. Entre le Léon que j'ai connu et voilà, celui qui a écrit cette lettre, c'était pas la même personne. C'est une lettre qui est quand même assez saisissante, qui représente ces internés juifs étrangers. Ça représente leur sort, leur détresse à ce moment-là. On sait qu'en Europe de l'Est, la France était extrêmement populaire. C'était le pays des droits de l'homme. Il y avait ce fameux dicton être heureux comme un juif en France. Le maréchal Pétain était en train de bafouer tous ces principes républicains. Léon fait aussi référence à la religion chrétienne à plusieurs reprises. Et on a presque l'impression qu'il essaye de le mettre en porte-à-faux par rapport à ce qu'il est en train de faire. C'est ça qui est assez saisissant. Léon va être transféré donc le 28 août au camp de Nexon, qui est le camp de regroupement régional. Sa localisation, elle est importante puisque c'est pour cela qu'on l'a choisi. Il est assez près de la gare. Et il est un petit peu excentré du bourg, donc c'est discret. Parce que Vichy a ce souci-là, éviter qu'on ne voit ce qui se passe réellement. Il y a juste une route qui va permettre donc depuis le camp d'acheminer, le moment venu, les internés vers la gare de Nexon. Quand il arrive, Léon, donc à Nexon, qu'est-ce qu'il peut voir de différent? Il voit un véritable camp d'internement. C'est un camp d'internement, c'est la structure la plus dure, quoi, finalement, du contrôle des indésirables. C'est un petit peu une vision brutale, comme ça, de la guerre dans la paix du bocage. Hein. C'est des barbelés, c'est une palissade, ce sont des miradors, des guérites, des miradors avec des gardiens qui sont armés. La nuit, c'est éclairé. On est vraiment dans un camp de prisonniers, quoi, hein. Assez sévère. On sait que quand il pleut autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc c'est ni isolé du froid, ni isolé de la pluie. La nourriture, c'est nettement insuffisant. Il y a des poux dans les paillasses. Il y avait 3 douches, mais elles ne fonctionnent pas réellement. Pour les personnes qui viennent juste d'être arrêtées, ça doit être quelque chose de... En termes d'humanité, on les réduit un peu plus. On imagine que pour Léon, c'est quelque chose qui a dû être extrêmement stressant, en fait. Plus que stressant, ça devait être pour lui une panique totale. À part un château d'eau, il ne reste rien. Le camp a été transformé, a été vendu, divisé en lots rachetés. Ce sont des pavillons qui sont sur l'endroit où étaient ces baraquements, à l'emplacement du camp en fait. Il ne reste rien. Que ce soit à Douadik, à Nexon, c'est-à-dire tous ces camps de rassemblement de la période août 42, août-septembre 42, il y a toujours une commission de criblage qui est censée étudier un par un le cas des internés et savoir s'ils répondent bien ou pas aux critères d'exemption.
Par exemple, être le conjoint de quelqu'un qui était français, être une femme enceinte, être un enfant de moins de 5 ans. Des gens malades aussi, on a arrêté des gens qui étaient cardiaques, etc. Même s'il y a toute une liste de clauses d'exemption, on se rend compte que parfois ils ont été plus ou moins respectés ou que les personnes n'ont pas su se défendre non plus. Toutes ne parlaient pas un français impeccable comme Léon en fait. Donc que faire dans un autre pays quand on ne parle pas la langue, qu'on n'a pas les moyens de fuir? Certains étaient complètement captifs. Il y a tout un travail qui est parallèle, c'est l'œuvre des œuvres de secours. Ces œuvres-là, alors, portent assistance à toutes ces personnes qui vont être criblées pour essayer de faire correspondre un élément de leur biographie à un des critères d'exemption. J'ai vu des cas où des gens attendaient des papiers qui prouvaient qu'ils avaient travaillé, qu'ils étaient dans l'armée française, ou bon, il y avait une raison d'exemption, ils attendaient les papiers, ils les ont pas reçus à temps et ils sont partis. La commission elle est présidée par le secrétaire général de la préfecture. Puis il y a des commissaires également des renseignements généraux qui établissaient une fiche individuelle pour chacun. Les quelques témoignages qui existent alors de survivants en fait, ou de personnes qui ont été relâchées, voire de personnes qui ont travaillé comme assistantes sociales, retranscrit vraiment un climat de panique, de peur, de personnes qui parfois supplient aussi pour essayer de se faire exempter d'une façon ou d'une autre. Léon dit qu'il avait lui-même essayé d'être engagé volontaire et qu'on l'avait refusé. C'est ce qu'il essaye de mettre en avant. Et donc chacun essaye de mettre en avant ce qui peut le sauver à ce moment-là. Donc le fait qu'il soit marqué zone occupée, finalement, c'est la fiche d'un condamné à mort. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ce sont des familles qui ont été déchirées, parfois des frères et des sœurs qui ont été séparés, des parents et des enfants. Donc c'est des moments de séparation, c'est un moment d'horreur en fait, absolu. Voilà. En interrogeant les parents, par exemple, on savait qu'ils avaient des enfants. Alors, et les parents qui disaient « Mais on ne va pas partir sans nos enfants. » Mais où sont vos enfants? Ah ils sont dans tel refuge, ils sont placés chez telle personne, et on allait les chercher, quoi. Et les parents ne se rendaient pas compte. Oui, parce qu'il y avait le mensonge officiel. Il faut savoir qu'à Annexon, par exemple, il y a eu un envoyé de Vichy qui est venu leur expliquer que ça allait bien se passer, qu'ils resteraient en famille, qu'ils allaient faire une colonie en Galicie, là, entre l'Ukraine et la Pologne, là-bas. Et que ça sera une communauté de travail, et que ça sera très bien, quoi. Camp de Nexon, le 28-8-42. Monsieur le maréchal, veuillez avoir l'indulgence de gaspiller quelques de vos précieux instants à lire les lamentations d'un condamné à mort. Certes, entre vous et moi, il y a la distance qui sépare le génie, constructeur des royaumes, et la fourmi, infime, qu'on écrase sans voir en se promenant. J'aime la France comme ma seconde patrie, ma patrie spirituelle. Malheureusement, bien que j'ai fait mon possible pour m'engager dans l'armée polonaise en France, j'ai été déclaré inapte au service, et comme je manque des documents que j'ai laissés en Belgique, d'où je viens d'arriver il y a 3 mois, je crains d'être envoyé en Pologne, ce qui équivaut à la mort cruelle dans une agonie lente au fond de quelques trous obscurs. C'est pourquoi je vous demande, à vous, personnellement, ma grâce. Il est d'origine polonaise, il est né en 1921. Comment n'aurait-il pas appris ce qu'était la situation en Pologne entre les deux guerres? Or, j'ai lu un historien polonais, Karel Paczek, qui dit que l'entre-deux-guerres en Pologne, c'était la pire époque qu'aient eu à vivre les Juifs polonais. Il y a des pogroms dans l'entre-deux-guerres. Il y a une petite ville qui s'appelle Lipy, entre Varsovie et Białystok,
Pendant 2 mois, les gendarmes polonais arrêtaient les trains, faisaient descendre les Juifs et les fouettaient. Pendant 2 mois, vous imaginez? Léon savait des choses. On ne déporte pas les Juifs pour les faire travailler à l'Est. Des vieillards, comment on va les faire travailler? Des enfants en bas âge, comment on va les faire travailler? Donc, tout d'un coup, les beaux mensonges de Vichy s'effondrent. Il dit, dans un trou obscur, il ne parle pas de chambre à gaz, etc. Mais que la mort soit au bout du chemin, ça, il en a conscience, c'est clair. Le crime que j'ai commis, c'est d'être né de religion israélite. Mais d'habitude, le bon Dieu ne fait pas d'erreur. Et s'il m'a donné la vie, c'est que j'ai le droit de vivre. Donnez-moi la vie, et vous serez bénis par une famille de plus. En m'excusant du dérangement que je vous cause et dans l'espoir unique de votre infinie bonté, je signe humblement Leb, Cassel-Ellenbogen, camp de Nexon, Haute-Vienne. Il a rempli l'espace, il a rempli la page. Là, vraiment, c'est tout investi. Et parfois, il ne s'arrête pas. Vous avez la lettre qui bute, le mot unique, bute contre le bord. Il aurait pu s'arrêter avant et revenir à la page. Il est jusque-boutiste. Je dirais qu'il a une notion de la morbide un petit peu. Quand il va jusqu'au bout, mais peu importe si au bout il doit mourir, il va mourir. C'est ce que je pense. Hein. C'est ce qui le rend à la fois attachant et je dirais un peu pathétique. Et lorsqu'il a pris sa décision, il ne reviendra pas en arrière. Hein. Donc, moi j'ai cette écriture, on me dit que c'est Léon, j'étudie l'écriture de Léon, et je vous donne mon sentiment sur son écriture. Pour un acteur, ce qui est toujours très bien, c'est qu'il y a 2, 3, 4 choses en même temps, ou plusieurs couches en même temps, et dans l'idéal, contradictoires. C'est-à-dire que, effectivement, l'ironie qu'on peut peut-être supposer qu'il y a dans cette lettre vient heurter la demande qu'il fait à travers la lettre. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses qui se télescopent. C'est-à-dire une forme d'insolence, une chose qu'on pourrait en tout cas interpréter et transmettre comme une chose un peu insolente, un peu comme un bras d'honneur, un peu. Et puis en même temps un vrai désespoir et un vrai aussi peut-être espoir de s'en sortir. Mais là, dans cette écriture-là, il y a quelque chose d'encore plus douloureux, de plus détruit. Un peu de déstructuration dans le graphisme et des lignes qui chutent. Il a eu quelque chose qui l'a profondément bouleversé. Je veux bien mourir, mais alors fusillez-moi. Ça, c'est un passage incroyable. Hein. Fusillez-moi, faites-moi mourir dignement. Il faut, je sais pas, il faut du courage pour écrire ça. Nota bene. Monsieur le secrétaire privé ou n'importe quel autre intermédiaire, soyez charitable et sauvez un innocent en remettant cette missive au destinataire. Merci de tout cœur. C'est une lettre très adressée. Je vais dire dans sa forme, elle est très adressée. Et toutes les lettres d'ailleurs des suppliques ne sont pas adressées comme celle-là est adressée. Et évidemment, c'est là où il y a du tragique, c'est que elle est très très adressée et personne n'en accusera réception. Et personne ne renverra la balle ou personne n'en accusera réception. Elle est dans le vide. Et c'est ça qui est déchirant. C'est sans doute parce que aussi l'adresse est très puissante et qu'on sait qu'elle ne trouvera pas de destinataire. En ce sens, on pourrait dire qu'il est un personnage très clairement de tragédie.
Je crois bien que lorsqu'il était à Nexon, il a écrit sa lettre le 28 août et le 29, il y a eu le premier convoi vers Drancy quand même. Il n'a pas été retenu comme ses camarades arrêtés en même temps d'origine polonaise et plutôt jeunes. Hein. Il n'a pas été déporté, il a été à nouveau en sursis, en quelque sorte, puisqu'il a été envoyé à Rivesaltes, qui est, comme on dit quelquefois, le Drancy du Sud. Tout indique en effet que Léon, une fois qu'il a quitté Douadik pour Nexon, aurait dû être transféré en zone occupée, comme c'est indiqué sur sa fiche. Mais malheureusement, là, on est face à un déficit d'archives. On ne peut pas savoir dans quelles conditions il a échappé au transfert. Et il est belge. Ben, je crois que c'est ça. Honnêtement, j'ai cherché, je me suis demandé comment il était passé au travers. Or, lui, il se présente comme belge. Mais des Belges, on n'en a pas pris. J'en ai relevé dans les 458 qui sont partis pour Drancy, le 29. J'en ai relevé un belge. Il a 9 ans. Il est né en Belgique, donc il est belge, mais ses parents sont polonais. Donc on a jugé le cas familial et on a pris les parents, donc l'enfant avec. C'est pas tout à fait une anomalie parce que j'ai trouvé dans les documents publiés par Serge Klarsfeld un télégramme de Bousquet, il me semble, qui, au début de septembre, qui dit « Il semble qu'il y ait des rumeurs selon lesquelles les Belges, les Néerlandais et les Luxembourgeois bénéficieraient d'exemptions et faites attention aux pièces d'identité, vérifiez-les, etc., etc. » Donc, vous voyez, je pense qu'il y a quand même quelque chose là-dessous qui pourrait permettre d'expliquer pourquoi Léon a tiré son épingle dans cette affaire très, très mal partie. Son cas peut-être nécessitait un examen un peu plus approfondi, mais en même temps, vu le nombre de personnes, etc., on imagine le désordre, etc., je pense qu'il n'est pas, voilà, il est peut-être arrivé trop tardivement de Douadik, et dans ce cas-là, il a été, voilà, incorporé au convoi qui devait partir ensuite de Rivesaltes, comme c'était finalement convenu. L'idée de le transférer à Rivesaltes, ce n'est pas pour qu'il reste à Rivesaltes, c'est ensuite de le déporter. Léon donc arrive le 3 septembre. Il semblerait à 7 h du matin à Rivesaltes par le convoi qui comprend 35 personnes, quasiment à moitié de femmes et d'hommes et 2 enfants. Il y avait un gros camion Citroën qui faisait les allers-retours en fait depuis la gare de Rivesaltes. D'ailleurs, les Rivesaltais eux-mêmes, les riverains, râlaient un petit peu de tous ces allers-retours pendant 2 mois. Et lorsque les internés sont rentrés, étant tous juifs, ils sont directement passés par l'ILOCA, qui était réservé à l'enregistrement et finalement au triage des juifs. On va dépêcher 400 gardes mobiles de réserve spécialement pour ce rassemblement et ce triage des juifs étrangers. On va doubler de barbelés autour des ILOCA et F, ce qui représente à peu près 2 km de sentinelles quand même. Quelque part, c'est une souricière. Rivesaltes, c'est un camp qui est très dur parce qu'il est dans une plaine qui est glaciale l'hiver, qui est un four l'été. Et les conditions d'existence dans ce camp, mais dans tous les camps du Sud d'une manière générale, sont désastreuses. Et particulièrement durant cette période critique du mois d'août 42, où en plus sont acheminés des enfants, des femmes, des vieillards. Pour Elias Rosengarten, Stein et Léon, l'arrivée, c'est celle de centaines de personnes qui arrivent avec eux. C'est assez expéditif. Ils sont déchargés sur cette plaine de Rivesaltes. Ils ont dû apercevoir des baraques autour d'eux. On les conduit dans cet îlot-K qui est l'îlot de rassemblement des Juifs depuis la fin du mois d'août. Et là, une fois qu'ils ont rempli leur fiche d'internement, ils se retrouvent dans le désœuvrement le plus total parmi des centaines d'inconnus.
Donc il y a environ 4538 juifs sur toute la période qui sont rentrés dans ce camp. Et Léon a été enregistré sous le matricule 1661. Léon arrive finalement au pire moment dans le camp. 1er septembre, gros convoi de plus d'une centaine de personnes. Le 2 septembre, 149 enfants juifs arrivent à l'île aux Cats. Et puis il y a cette préparation de ce convoi du 4 septembre de 621 déportés. Donc le camp est en surcharge, en tout cas ce camp spécial. Je pense que les gardiens sont débordés. Moi j'imagine ce camp dans une cohue pas possible. Tout est fait pour que toutes ces personnes, moralement, s'écroulent, quoi. Lui, il est jeune, il a l'air d'être très débrouillard, il a 2 copains. C'est sans doute parmi les internés un de ceux qui s'est le moins laissé abattre, parce qu'il sait qu'il pourra peut-être lui tenter quelque chose. Une femme avec ses enfants, elle ne pourra jamais rien tenter, c'est impossible. Donc là, tous les papas, tous les mamans qui ont leurs gosses avec eux finiront par se laisser monter dans le train. Il n'y a pas d'autre solution. Durant cette période, à partir du début septembre 42, plus de 1000 internés qui sont partis à Drancy et qui ont été déportés dans les jours qui ont suivi. Il y a des personnes qui, quelques jours après, sont parties en fumée, par centaines. Léon a dû comprendre qu'il ne fallait pas rester. Il existe un très léger signe archivistique qui permet de dire qu'a priori, Peter Stein, Elias Rosengarten et Léon se sont évadés assez rapidement après leur arrivée à Rivesaltes. En effet, ils ne sont pas passés devant la commission de criblage. S'ils étaient passés devant cette commission, dans le registre des entrées à Rivesaltes à l'époque, il y aurait une lettre qui indiquerait leur sort. Sur les registres d'entrée à l'île aux Cats, on peut savoir si les gens partent ou sont exclus des convois. Parce que devant chaque nom, il y a soit la lettre P qui signifie bon pour partir, ou alors la lettre E qui signifie exclu. Et ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est que pour Léon et 2 de ses compagnons de route, il n'y a aucune mention. Dans cette colonne qui est garnie pour tous les internés, pour tous les 3, il y a une case vide. A priori, ils ont dû partir très vite, avant même d'avoir été jugés déportables ou pas. Donc dans les jours qu'on suivi, sans doute moins d'1 semaine. J'adorerais savoir comment ils se sont évadés, parce que ça paraît, dans le contexte du mois d'août-septembre, particulièrement compliqué de s'évader de ce camp-là. Dans le registre d'évasion, Léon n'apparaît pas, ni ses compagnons de route. Donc, que sont-ils devenus? Mystère. Dans la supplique envoyée par Léon, ce qui est remarquable, c'est ça. C'est à la fois cette fougue et à la fois, on a l'impression quand même qu'il a envie de tenter le tout pour le tout. Et moi, je ne suis pas du tout étonnée que ce monsieur ait tenté de se prendre une balle, d'être emprisonné, d'être déporté, mais de tenter quelque chose. C'est vraiment mon sentiment. En fait, on peut émettre des hypothèses. Dans les rapports, on peut voir que certains se cachent, soit au-dessus des plafonds, en attendant la nuit. D'autres se cachent aussi sur le toit des latrines. On constate effectivement les évasions au matin. Dans les rapports, on lit également qu'il y a des brèches dans ce doublage de barbelés. On regrette un défaut de sentinelle. Il y a une autre hypothèse aussi. C'est qu'en fait, il ait pu aussi bénéficier de connivence de la part de gardiens, parce qu'il était muni d'argent. Donc il est tout à fait possible qu'il ait acheté un gardien, lui disant voilà, vous trouvez un moyen de me soustraire du camp. Il faut aussi ajouter une chose, c'est que les gardes des camps d'internement de zone libre ne sont pas des privilégiés, loin de là. Les salaires sont dérisoires, les conditions de vie sont quasi celles des internés, ils vivent dans des baraques qui sont à peine mieux.
ils mangent à peine mieux, ils font ce boulot parce qu'ils n'ont trouvé rien d'autre. Beaucoup de gardiens qui ont été recrutés en nombre justement pour cette période-là. Il y a eu beaucoup de sanctions. Des gardiens qui arrivent en retard, des gardiens qui s'endorment, des gardiens qui carrément ne se sont pas du tout manifestés dans la journée sur leur lieu de travail. Donc Léon a peut-être aussi bénéficié là de ce manque de zèle, on va dire, ou bénéficié effectivement d'un gardien qui aurait besoin d'arrondir ses fins de mois, tout simplement. J'ai tendance à penser qu'il a dû réussir à conserver la somme qu'il n'avait pas dépensée à Argenton. Et donc il avait quelques moyens, ce qui lui a permis de payer, par exemple, un passeur, sans doute, pour la frontière. Il n'a pas été arrêté. Ça nous aurait donné des traces, hélas. Mais il vaut mieux pour lui qu'il n'ait pas été arrêté. Lui, qu'il ait réussi à gagner la frontière, alors qu'il certes n'est pas si loin que ça. Mais bon, quand on a déjà été arrêté depuis quelques jours, qu'on est mal nourri, qu'on a soif, qu'on est sans doute dans un état d'hygiène déplorable, il faut quand même être très très débrouillard pour trouver une filière qui permette de passer de franchir les Pyrénées pour passer en Espagne. Donc c'est évident qu'on est face à un jeune homme exceptionnel, d'une lucidité, d'une débrouillardise à toute épreuve. Probablement, León estigués amagat per la zona de Perpinyà, on hi havia molts llocs, molts cafès, molts restaurants on es concentraven aquests refugiats, especialment jueus, que volien fugir cap a Espanya. Els passadors esperaven a reunir un grup, 5, 6, 7, 8, 9 persones per fer el camí conjuntament. I també calia triar, escollir quin era el millor passatge. Il n'y avait pas que les Juifs qui essayaient de passer en Espagne, il y avait les évadés, il y avait tous ceux qui voulaient rejoindre les forces françaises libres ou autres, les forces alliées, etc. Il passait par un chemin quand même assez connu, qui est le col de Banyuls, le long de la Méditerranée, sur les Pyrénées orientales. Il fallait quand même une certaine condition physique que Léon avait, manifestement. Hi ha diversos camins que tots confluïen a Espolla, que era un petit poble molt proper a la frontera francesa i un lloc molt habitual de pas. Com era un lloc molt habitual, per un camí fàcil, també estava molt vigilat. Hi havia molta Guàrdia Civil, molta policia al voltant d'Espolla vigilant tots els camins que venien de França amb prismàtics per veure com venien i era molt fàcil després de detenir-los un cop arribaven al poble desorientats. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il arrive à Espolla, qu'il est chopé par la Guardia Civile. Il y avait de grandes chances, les plus grandes chances, il n'y a pas beaucoup qui ont échappé, qui l'interroge. Direction générale de la Sûreté, 25 septembre 1942. Au jour d'aujourd'hui, ont été livrés à ce commissariat les sujets étrangers suivants, lesquels, ici présents, ont dit s'appeler Léon Kassené-Bogen, célibataire, 21 ans, correspondant de guerre, natif de Varsovie, Pologne, fils de John et Myriane, domicilié à Anvers, avenue de Belgique, numéro 44, de nationalité anglaise. Son père possédant cette nationalité. Israël Tauber, marié, employé de commerce, 41 ans, originaire... Et là, il est mis en prison, enfin pour des prisons provisoires, jusqu'à ce qu'il arrive au fameux camp de Miranda, des Hébreux. Miranda des Hébreux, service des enquêtes, concerne Kassené-Lembogen, Léon, anglais. Il est entré dans ce camp le 3 octobre 1942. Son intention était de rejoindre l'Angleterre. Léon, il passe pour un Anglais, une fois à Miranda. Il a dû être informé du fait que les Anglais étaient beaucoup mieux traités
que les apatrides. Chaque pays aidait leurs citoyens. Et donc, en passant pour un Anglais, c'était possible pour lui d'obtenir des meilleures conditions dans le camp que les apatrides qui ont été pour la plupart juifs et qui n'avaient pas de pays pour les aider. Si vous regardez aussi, bon, il a quelques images qu'on le voit. C'est un bel homme. Et en fait, ça aussi, peut-être ça a joué dans sa façon de passer pour un Anglais. Il avait des cheveux un peu blonds, des yeux bleus. Et il n'était pas dans les stéréotypes non plus, des stéréotypes antisémites des Juifs. Il a dû être crédible parce que peut-être qu'il parlait anglais. Hein. C'est un homme, d'ailleurs, la question des langues que parlait Léon m'a interrogée un petit peu aussi. Parce que, bon, polonais, j'imagine, peut-être yiddish. Donc l'allemand, il devait comprendre un certain nombre de choses. Flamand, c'est évident. Il a fait sa scolarité à Anvers. C'est une ville flamande, de langue flamande. En tout cas, devant un policier espagnol, il peut se faire passer pour anglais, à mon avis. Pensem que la policia, la Guàrdia Civil espanyola, normalment no parlava ni francès, ni anglès, ni alemany, no sabia idiomes. Per tant, tenia dificultats per escriure fins i tot el cognom de la persona. Molts cops feien el mateix detingut escrivia León anglès i el guàrdia civil agafava i copiava al llibre. Moi, j'y vois surtout la preuve d'une vraie intelligence de la situation et de ce qu'il faut, du bon comportement à avoir face à tous ces régimes policiers, que ce soit le régime de Franco ou la police de Vichy. Les Espagnols cherchent à ménager la chèvre et le chou, donc ils sont alliés plus ou moins à l'Axe, mais discrètement, et puis ils font des faveurs aux alliés, notamment aux Américains ou aux Anglais. Donc les organisations caritatives américaines, juives ou pas juives d'ailleurs, mais beaucoup juives, ont obtenu le fait que s'ils s'occupent financièrement parlant des évadés ou des réfugiés qui arrivent en Espagne, l'Espagne va les accepter. La disciplina molt dura, no era un camp de treball, però era molta disciplina. El període que passa León a Miranda, 7-8 mesos, jo crec que és habitual pel moment. C'est le temps qu'il se fasse connaître aussi comme juif aux organisations caritatives juives qui sont très actives à ce moment-là. Parce que ce que le régime de Franco ne veut pas, c'est de réfugiés qui s'incrustent en Espagne. Pas question. Il faut qu'ils aient une destination extérieure. Si des organisations caritatives donnent l'assurance qu'ils ne vont pas vivre au crochet du pays, d'abord sur place, et ensuite on trouvera une solution à l'extérieur pour eux, ça leur va bien. Et donc, il y a un moment où le couvert de sa nationalité dite anglaise va sauter. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure, il confirme qu'il est bien apatride, puisque polonais. S'il sort de Miranda, c'est parce que le Joint, en l'occurrence, cette organisation juive américaine, l'a repéré, a établi un contact avec lui et a les moyens de le faire sortir et de l'installer dans une pension de famille à Barcelone. Cette pension Cisneros, si mes souvenirs sont bons, d'autres réfugiés la citent comme ayant été le lieu où ils sont restés quelques mois encore, 6 mois au moins, à Barcelone. Je pense que les émotions de cette période sont très compliquées, puisque aussi, il doit penser aussi à sa famille. Où est sa famille ?
Où sont ses proches, les gens qui lui sont chers? C'est une chose de se retrouver sur une plage à Barcelone, et on peut imaginer qu'il était à la plage, à regarder la mer, à dire, à poser ces questions. Où sont mes proches? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je suis là alors que eux, où sont-ils? Ses parents, il sait pas, lui, il doit pas savoir qu'ils sont au camp de Malines, en Belgique, au bord d'être peut-être déportés, et ses parents ne savent pas où il est. Il n'y a pas de communication, les communications sont très compliquées. L'actitud o la política que tenia el Jony era a Barcelona, tots concentrats, totes les persones que havien creuat els Pirineus concentrats a Barcelona i preguntar on vols anar. Vols anar a Estats Units, vols anar a Anglaterra o vols anar a Palestina? I en funció d'això, cada refugiat deia les seves preferències. Molts volien anar als Estats Units perquè tenien família, pares, germans, oncles. Dès l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, on veut éviter des personnes qui ont des attaches en Europe nazie. Donc ça élimine la possibilité pour la plupart des personnes juives, dès lors qu'on a un proche en territoire nazi, et puisqu'il est polonais ou apatride, le numéro de quota pour les Polonais, le nombre de visas disponibles est parmi les plus bas. Donc il a très peu de chances d'aller aux États-Unis. Et c'est pourquoi d'ailleurs il y a une conférence sur les réfugiés qui a été réunie en 1943 aux Bermudes. Pour un des sujets de la conférence sur les réfugiés en général, c'était que faire des 20 000 réfugiés qui sont actuellement en Espagne et dont l'Espagne ne veut pas entendre parler. Il n'y a pas 36 solutions et on sort de la conférence des Bermudes qui est un fiasco général avec juste 2 petits embryons de solutions. Les Anglais veulent bien accepter du bout des lèvres l'arrivée de 1000 Juifs en Palestine, de Juifs d'Espagne. Et la personne qui va distribuer les certificats, donc les visas pour partir, c'est un représentant de l'agence juive, qui est donc une autre organisation juive, et donc ils vont envoyer plusieurs délégués en Espagne. Donc il va avoir un délégué qui s'appelle Fritz Lichtenstein, qui va prendre le nom également Peretz Lechem. Ils s'entretiennent avec les candidats. Donc le mot passe parmi les réfugiés qui attendent dans les fameuses pensions de famille. Et c'est comme ça qu'à mon avis, tout simplement, Léon est passé devant ce Peretz Lechem pour ses motivations. Parce qu'il est très soucieux, Lechem, la Palestine, c'est pas un séjour de rêve à l'époque. Donc il est très soucieux que les candidats soient conscients des difficultés, etc. On peut imaginer qu'il avait une idéologie sioniste ou bien qu'il a su se présenter comme ayant une idéologie sioniste. Il est sélectionné pour ce départ en janvier 1944 sur le Nyassa. Léon a eu l'énorme chance de pouvoir avoir une place sur ce bateau qui va partir donc en janvier 1944. Après, c'était l'objet d'une négociation internationale invraisemblable. Enfin, on n'imagine pas. Et il n'y aura pas 1000 passagers dessus, il y en aura 756. Les Espagnols ont levé les difficultés à l'extrême limite, et c'est comme ça, le 11 en fait, le 10 ou le 11 janvier 1944, et c'est ce jour-là que le visa a été apposé sur le passeport, je sais pas, de Léon. Il y a tellement d'histoires, des départs qui ne marchent pas, que j'imagine que jusqu'au jour de son arrivée à Haïfa, il ne croit pas que ça va vraiment avoir lieu. Et là, pourtant, il arrive avec ces autres personnes qui sont tous réfugiés.
y a eu, à l'arrivée de ce navire à Haïfa, un photographe qui a fait un grand reportage. Donc il existe des photos où d'ailleurs on distingue Léon qui regarde le rivage à l'arrivée. Quan arriben a Haifa apareixen diversos representants de quibuts intentant captar, vine al meu quibuts, el meu és millor, i tots acaben en quibuts. Però molts no s'adapten als quibuts. La vida als quibuts és difícil. Hi ha molts casos de persones que no es van adaptar i van tenir la mateixa trajectòria que el León, que abandona el quibuts i treballa en una ciutat. Voilà, ça a été pris à Natania en 1946. Et il est écrit en allemand à ma chère famille Léon. Il n'y avait rien. C'était le sable et puis les buissons et puis les... Voilà. Donc il s'était habillé pour la photo. C'est amusant, non? Il voulait, pour l'envoyer à sa famille, être élégant. On parle toujours des Olim, les immigrants, ceux qui montent en Palestine, mais on parle rarement des Yoredim, ceux qui descendent de Palestine, c'est-à-dire ceux qui s'en vont, qui ne s'adaptent pas et qui rentrent. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles certaines immigrations sont des échecs. Il faut être assez fortement, ou n'avoir aucune solution de sortie, ce qui est le cas de tous ceux qui ont perdu leur famille ou pour qui l'Europe est un tombeau de leur famille, donc qui n'ont aucune envie de revenir en arrière, ou qui ne sont pas assez idéologiquement motivés. C'est-à-dire que c'est ma grand-mère a beaucoup insisté pour qu'il revienne, et donc il est revenu, il a fini par revenir. Je crois qu'elle est même allée le voir là-bas, elle lui a rendu visite. Et il a fini par revenir s'installer en Belgique. Léon revient. Il est rentré quand même. Il n'est pas resté en Israël. Il était cleaver dans le milieu du diamant anversois. Et il habitait chez ses parents, chez mes beaux-parents. Et il ne voulait pas plus. Alors ça, c'était aussi tout de suite après la guerre, avec mon mari qui était, je crois, un gamin de 16 ans. Vous pouvez voir sur cette photo qu'il n'a déjà plus son sourire, mon beau-frère. Et il ne l'a plus eu. Ça, je m'en souviens aussi. Forcément, la guerre a cassé beaucoup de choses en lui. Mais je crois que le pire, il ne l'a pas raconté, je ne pense pas. Rivesaltes, etc. Je connais le nom et ça s'arrête là. Je ne sais pas plus. Je pense par pudeur, il n'a pas raconté. Il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment racontables. Il s'était un peu comme éteint après la guerre. Oui, il était très... je veux dire, il était content de tout, mais comme quelqu'un qui était ailleurs, en fait.
Je me souviens d'ailleurs de réunions de famille où on parlait un peu de tout, de politique, de choses de la vie, etc. Et il pouvait devenir très, très agressif dans ses paroles. Il avait, je crois que le monde le désespérait après la guerre, probablement. C'était quelqu'un, quand il était invité, enfin, quand il participait aux fêtes de famille, on dirait qu'il était affamé, il mangeait, il buvait comme s'il n'avait jamais bu et mangé de sa vie. C'était vraiment frappant. Mais il y a quelque chose de très curieux chez Léon. Il adorait aller voir des films d'horreur. J'ai compris plus tard que c'était peut-être une façon je sais pas, d'expulser des choses. Une fois encore, c'est son silence. Donc, on peut faire un portrait en creux et penser que Léon est un homme intelligent, qui prévoit, qui voit loin. Mais une fois encore, je parle au conditionnel, je ne le connais pas. Qu'il n'ait nulle part témoigné, ni par écrit, ni oralement, semble montrer aussi une grande sensibilité à l'époque. Il semble se dire que témoigner quand on échappe au pire, ça a quelque chose d'indécent. Je crois que c'est un peu comme ça que je le ressens. N'oublions pas que Charlotte Delbo, qui n'était pas juive, qui a été arrêtée en tant que résistante, a écrit tout de suite en rentrant. Mais elle a attendu 25 ans pour se relire et pour être sûre que c'est bien comme ça qu'il fallait s'exprimer. À son retour, elle note « Je suis là dans la vie comme devant une robe qu'on ne peut plus mettre. » C'est difficile de réapprendre à regarder les vivants aux prunelles opaques. Il regarde, mais il ne voit pas. C'est ça. Voilà. Je pense que Léon comprenait un peu tout ça, mieux que quiconque.